Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo, format podcast où je vais répondre à vos questions. Là aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui nécessitent pas mal d'informations. Donc ce ne sont pas des questions auxquelles je peux répondre rapidement dans un commentaire YouTube, raison pour laquelle j'ai mis en place ce format que je vais publier une fois par semaine, tous les vendredis. Donc là aussi, je vous invite à me poser vos questions dans la section de commentaires afin que je puisse y répondre la semaine prochaine lors de ma deuxième session FAQ. Donc c'est vraiment quelque chose que je ferai toutes les semaines. La raison pour laquelle j'ai décidé de simplement faire un format podcast entre guillemets, c'est-à-dire juste avoir l'audio, c'est simplement parce que c'est plus simple à mettre en place. Et donc voilà, c'est juste plus simple et c'est tout. C'est la seule raison. On va commencer par la première question. En fait, si vous voulez, dans une de mes vidéos, enfin déjà dans pas mal de vidéos en soi, je parle de l'importance de dépasser nos doigts de pied avec nos genoux lorsqu'on fait des mouvements pour renforcer nos jambes, pour réellement bien renforcer nos genoux. Je dis vraiment que c'est quelque chose de très important. Et du coup, il y a une personne qui me dit comment ça se fait. Comment ça se fait, surtout que moi en STAPS, du coup STAPS c'est la fac de sport, ce que j'ai fait également, mon prof me dit que c'est dangereux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a pas mal de personnes qui ont répondu à son commentaire, dont une autre personne, Kevin, qui lui fait un BPJEPS, qui dit que lui, lors de sa formation, donc le BPJEPS qui est aussi une formation de coach, on lui a dit qu'il n'y a pas de souci, on peut dépasser du coup nos pieds avec nos genoux lorsqu'on va faire des squats ou d'autres exercices et qu'il n'y a pas de souci. Donc finalement, où est la vérité dans tout ça? Qu'est-ce qu'il faut croire, etc. Quel est mon point de vue? Donc c'est ce que je vais vous donner, donc mon point de vue là maintenant. Le truc c'est que oui, moi aussi, lorsque j'étais à la fac, on m'a dit ah ouais, il faut surtout pas dépasser les doigts de pied. Un des premiers tafs que j'ai fait en sortant de la fac, c'était genre coach sportif, vraiment genre ultra basique dans une salle de muscu. Et là aussi, la personne qui m'avait engagé, qui était aussi un coach, me disait ah ouais, pour les squats il faut surtout pas dépasser parce que sinon tu auras des problèmes au niveau du tendon d'Achille, etc. Tu peux avoir des problèmes au niveau des genoux. Donc voilà, on m'a aussi dit la même chose. Donc alors le premier élément de réponse que j'ai envie de donner, c'est que premièrement, d'un simple point de vue anatomique, il y a des personnes lorsqu'elles vont squatter, obligatoirement, elles vont dépasser leurs doigts de pied avec leurs genoux. Genre, c'est sûr, elles peuvent pas faire autrement. C'est anatomique. Genre, point barre, c'est tout. Et du coup, ça veut dire quoi? Vu que de par leur anatomie, elles ne peuvent pas faire de squat, ce serait totalement débile de dire ça. En quoi ce serait différent pour une autre personne? Ok? Et donc ça, c'est vraiment le premier point que je souhaite aborder. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est que lorsqu'on va ramener nos genoux au-delà de nos doigts de pied, et bien sûr ça va dépendre des exercices, on va davantage travailler le vaste médial, ou aussi appelé le vaste interne en fonction de la terminologie que vous utilisez. Il se trouve que y a énormément de coachs, par exemple comme Ido Portal, qui est un coach de mouvement qui est très réputé, qui travaille avec énormément de sportifs de niveau, que ce soit Pavel Tsatsouline, pas Pavel Tsatsouline, pardon, je retrouve plus son nom, Charles Poliquin, voilà. Charles Poliquin, qui est le préparateur physique qui a créé le plus de médailles olympiques dans le monde. Donc que ce soit donc Ido Portal, Charles Poliquin ou Ben Patrick qui a créé le plus de success stories par rapport à la rééducation de genoux dans le monde. Toutes ces personnes disent que travailler le vaste médial, avoir un vaste interne qui est fort, ça va réellement renforcer les genoux, ok? Et Charles Poliquin, il a dit une phrase qui m'est restée dans la tête, c'est que plus vous allez être fort dans une position où vos genoux dépassent vos orteils, plus vous allez avoir des genoux qui sont forts. Donc généralement, lorsqu'on va mettre en place maintenant une rééducation pour les genoux, on va mettre en place ce genre de protocole. Et il y a une autre citation que j'aime bien, maintenant je ne retrouve plus la personne qui le disait, mais c'est « Success leaves cues », c'est-à-dire que le succès laisse des traces. Et je pense qu'à partir du moment où on peut voir les résultats d'Ido Portal, où on peut voir les résultats de Charles Poliquin, on peut voir les résultats de Ben Patrick, et voir que ces méthodes donnent beaucoup plus de résultats que des médecins ou des kinés traditionnels, parce qu'on ne les voit pas les résultats des kinés ou des médecins. C'est pas comme
j'ai l'impression que tu vas chez le médecin, ok, c'est juste un truc que tu fais, mais il n'y a pas une obligation de résultat derrière. Et donc, vraiment, je vois pas des kinés avoir ce genre de résultat. Je vois pas avoir des médecins avoir ce genre de résultat. Donc, avant qu'on me dise, ah ok, il faut jamais dépasser les doigts de pied avec les genoux, ok, très bien, montre-moi tes putains de résultats avec tes athlètes. Vas-y, montre-moi leurs genoux. Ou t'as des patients qui ont des problèmes au niveau des genoux, vas-y, montre-moi tes résultats. Montre-moi combien de temps ça t'a pris. Combien d'athlètes t'as pu aider. Qu'est-ce qu'ils arrivent réellement à faire avec leur corps. En attendant, il n'y a personne d'autre que ces personnes-là qui ont réellement montré des résultats vraiment satisfaisants. Donc voilà, ça ça me paraît vraiment primordial d'arrêter d'être trop dans la masturbation intellectuelle. Genre, montre-moi tes résultats, point, c'est tout. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de dire à tous ces médecins, à tous ces kinés qui ne sont pas d'accord avec moi, montrez-moi vos résultats. Autre point que je souhaite aborder, il y a un kiné qui est assez connu, qui s'appelle Adam Meakins. Du coup, Adam, c'est du coup Adam, A-D-A-M, et Meakins, je crois que ça s'écrit M-E-A-K-I-N-S, qui parle pas mal de la littérature scientifique à ce sujet, que ce soit par rapport au fait de dépasser nos orteils avec les genoux, ou que ce soit aussi par rapport au fait des gens qui disent qu'il faut toujours garder un dos droit, on peut jamais arrondir le dos lorsqu'on va soulever des charges, etc. Eh ben, il parle pas mal de ces sujets-là, il parle de la littérature scientifique, et il y a pas mal de kinés qui ont montré que finalement les études sur lesquelles on se base pour dire que ah ouais, avec les genoux faut jamais dépasser les orteils, eh ben on peut pas vraiment tirer ce genre de conclusion, ok. Donc à mon sens, donc non seulement la littérature scientifique à ce sujet n'est vraiment pas claire, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, d'un point de vue anatomique, eh ben énormément de gens ne pourront pas faire autrement que dépasser leurs doigts de pied avec leurs genoux. Et en plus, troisièmement, il y a énormément de coachs de haut niveau qui ont de très bons résultats avec ce genre de protocole. Moi-même, j'utilise ce genre de protocole sur moi et aussi sur les personnes que j'entraîne, et j'ai aussi de très bons résultats. Et donc voilà, vous, par exemple, vous savez ce que je sais faire sur ma chaîne, plein de mouvements par exemple qui peuvent être très durs et qui sollicitent énormément les genoux, et j'y arrive, et du coup ce qui prouve qu'il y a quand même un certain niveau de solidité. Et donc voilà. Donc à mon sens, c'est vraiment des choses importantes à garder en tête. Ça marche ? Donc voilà. Sachez que je compte faire une vidéo plus précise à ce sujet, où je vais parler en détail de la littérature scientifique. Je vais aussi faire la même chose avec par rapport au fait qu'on ne peut pas fléchir notre dos lorsqu'on soulève des charges lourdes, parce que ça aussi c'est un concept qui est totalement erroné, totalement débile. Donc je vais aussi faire une vidéo à ce sujet. Je vais aussi envoyer un message à Adam Meakins, du coup le kiné dont je vous ai parlé, pour savoir s'il serait chaud d'intervenir dans ces vidéos-là, pour que vous puissiez avoir davantage d'informations et avoir finalement la vision d'un kiné et pas simplement la vision d'un préparateur physique. Donc voilà, donc ça c'est la première question. La deuxième question à laquelle je vais répondre, alors attendez, je vais juste ouvrir Insta. Alors voilà, donc c'est une personne qui me dit: salut Clément, que penses-tu des entraînements courts et intenses pour être très musclé? Il me dit effort court et intense comme le sprinter massif comparé au marathonien qui court plus longtemps et qui n'est pas massif. Alors bon, la musculation, ce n'est pas mon dada, enfin la prise de masse musculaire. Moi, je suis vraiment dans une optique de performance et non pas dans une optique esthétique. Néanmoins, je vais donner mes éléments de réponse par rapport à cette question. Alors le premier truc qu'il faut garder en tête, c'est que certes, un sprinter, il est musclé. Le marathonien, il ne l'est pas. Néanmoins, certes, ces différences sont dues à leur sport. C'est quelque chose qui est vrai, mais une grande différence, c'est que un sprinter fait beaucoup de travail de force, un marathonien en fait beaucoup moins. Okay, donc ça, c'est une grosse différence. Pourquoi les sprinters sont si musclés? Parce qu'ils font du travail de force. Ça, c'est vraiment
C'est vraiment la source principale de leur musculature. C'est pas forcément dû à leur sport, c'est dû majoritairement au fait qu'ils font du travail de force. Et donc ce n'est pas parce qu'ils font des efforts courts et intenses qu'ils sont musclés, non, c'est parce qu'ils font du travail de force. Ça marche. Après, bien sûr, logiquement, si vous faites énormément de travail d'endurance, eh ben, ça a tendance à impacter négativement votre prise de masse musculaire. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais là encore, la différence, c'est simplement que les sprinteurs font davantage de travail de force, que ce soit pour les membres inférieurs ou que ce soit pour les membres supérieurs. Il suffit par exemple de voir Usain Bolt. Et là encore, ça va dépendre du profil de l'athlète, mais généralement, il y a un travail de force qui est comme beaucoup plus conséquent. Ça marche. Et notamment, lorsqu'on veut être rapide, lorsqu'on veut être explosif, il faut de la force. Pourquoi ? Parce que c'est la loi des actions réciproques. Je ne sais plus maintenant quelle loi de Newton c'est, je crois que c'est la troisième loi de Newton. Alors attendez, j'ai mon PC devant moi, je vais vérifier. Hop, troisième loi. Hop. Je crois que c'est Newton. Hein. Enfin, je suis sûr que c'est Newton, mais... Oui, c'est ça, ouais. Ouais, je suis content. Ouais, du coup, c'est bien la troisième loi de Newton, donc le principe d'action-réaction. Et du coup, lorsque je vais... Lorsque je vais exercer, imaginons, une pression sur le sol, ce sol va exercer la même pression, ce qui va dans une direction opposée en fait. Ok ? Donc, c'est-à-dire que si je peux donner beaucoup de force avec ma foulée au niveau du sol, le sol va me renvoyer beaucoup de force, ce qui va me permettre de courir rapidement, ok ? Ce qui va me permettre d'être explosif. C'est la raison pour laquelle les sprinters ont besoin d'être forts, parce qu'ils ont besoin d'exercer beaucoup de force au niveau du sol pour que le sol puisse justement renvoyer cette force, ce qui va les ramener davantage en avant et ce qui va leur faire gagner des courses. Ça marche ? Donc ça, c'est le premier élément de réponse que j'ai envie de donner. Le deuxième élément de réponse que j'ai envie de donner, c'est qu'est-ce que je pense des entraînements courts et intenses pour être musclé. Déjà, ça dépend de ta définition de court. Par exemple... on peut avoir très peu de volume d'entraînement. Imaginons s'entraîner juste 1 ou 2 fois dans la semaine, mais avec une intensité tellement grande que c'est amplement suffisant pour gagner en masse musculaire. Okay ? Donc ça dépend du cours. Et après aussi, ça dépend aussi de ta définition de très musclé. Est-ce qu'on peut être musclé avec des entraînements avec peu de volume dans la semaine, avec des entraînements plus courts avec une très forte intensité? Oui, bien sûr, on peut gagner pas mal en masse musculaire. Mais est-ce qu'on va être très musclé pour autant? Ça dépend de ta définition. J'aurais tendance à dire que par rapport à la définition, enfin par rapport à l'image que je suppose que tu mets derrière le mot très musclé, que non, on ne peut pas devenir très musclé. Ça demande pas mal de volume, ça demande pas mal d'entraînement. Et donc voilà, ça ne veut pas dire, comme dit, qu'on ne peut pas être musclé. Si, bien sûr, on peut être musclé, on peut être fort, mais on ne peut pas être très musclé non plus. Ok ? Donc voilà, c'est un peu mes éléments de réponse pour les questions d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas trop pété un câble lorsque je vous ai donné les éléments de réponse concernant la première question. Mais ouais, je trouve qu'il y a juste beaucoup trop de professionnels de la santé qui se permettent de dire des choses en n'ayant même pas de bons résultats avec leurs patients. Et c'est vraiment quelque chose qui me met constamment en colère. Donc, donc voilà, c'est juste mon point de vue. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.